Il est 14h03. Tu regardes ton téléphone, chose que tu fais 100 fois par jour sans même y penser. La petite roue de chargement se met à tourner. Tu attends, tranquille, comme d'habitude, sauf que là, elle tourne, et elle ne va plus jamais s'arrêter. Parce que à cette seconde précise, partout sur la Terre en même temps, Internet vient de s'éteindre. Et cette fois, il ne va pas revenir. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je sois honnête avec toi. Ce que je te raconte est une histoire, une fiction. Parce que dans la vraie vie, personne ne peut éteindre Internet d'un coup. Il n'existe pas de bouton géant, pas d'interrupteur qui pourrait tout couper. Et c'est ça le plus fou. On a construit notre monde entier sur un truc que personne ne contrôle vraiment. Alors on va faire un jeu sérieux. On va appuyer ensemble sur ce bouton qui n'existe pas, juste pour voir ce qui tient et ce qui s'effondre. C'est fait. On y est. Les toutes premières secondes, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ton message ne s'envoie pas. Tu te dis que c'est ton forfait, un bug, un problème de réseau. Tu redémarres ton téléphone. Toujours rien. Et puis, à côté de toi, quelqu'un fronce les sourcils devant son écran. Puis un autre, puis tout le monde, sur les places, dans le métro, dans les bureaux, partout le même petit geste. WhatsApp, Instagram, Messenger, tout ça fonctionne avec Internet. Souviens-toi du 4 octobre 2021, quand ces applis ont disparu d'un coup pendant 6 heures. Une simple erreur et 3,5 milliards de personnes coupées en même temps. Là, c'est la même chose. Sauf que cette fois, ça ne se répare pas. Dans la première heure, tu fais l'inventaire, sans même le vouloir. Tu ouvres une appli. Morte. Une autre. Morte aussi. Tes photos, 10 ans de souvenirs que tu avais mis dans le cloud. Sauf que le cloud, en vrai, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Cet ordinateur existe toujours, mais le fil entre lui et toi est coupé. Rien n'est effacé. Tout est juste devenu impossible à atteindre. Ta musique, elle aussi, passait par Internet. Tes séries, ton fil d'actu, tes groupes de discussion. La moitié de ta mémoire vivait dehors. Tu penses au travail, les mails, les fichiers partagés, la réunion de lundi. Des millions de gens travaillent grâce à ce fil. Et le fil n'est plus là. Et ton argent ? Ton compte existe toujours, la banque n'a pas brûlé. Mais l'appli, le site, le virement, tout ça passait par le réseau. Pour accéder à ton argent, il va falloir marcher jusqu'à un guichet et faire la queue comme avant. Le savoir ensuite. Lorsque tu te posais une question, tu tapais 3 mots et tu avais la réponse. L'encyclopédie du monde entier tenait dans ta poche. Elle vient de se refermer. Les livres, quant à eux, sont toujours là, sur les étagères. Et puis, il y a les gens, ta famille à l'autre bout du pays, tes amis à l'étranger. Le téléphone classique, c'est compliqué. Une partie des appels tiendrait peut-être un temps. Mais aujourd'hui, presque tout ce qu'on se dit passe par Internet. Alors tu fais un truc que tu n'avais pas fait depuis longtemps. Tu descends dans la rue pour parler à quelqu'un, en vrai. Le soir, tu descends acheter de quoi manger. Tu tends ta carte. Le terminal cherche le réseau. Il cherche encore. Paiement refusé. Parce qu'une carte, pour dire oui, doit presque toujours appeler la banque. Et la banque se trouve au bout d'Internet. Le distributeur au coin de la rue, c'est pareil. Il réfléchit dans le vide. Le peu de liquide dans ta poche vient de devenir la seule chose qui marche encore. Et, crois-moi, ce n'est que le début. Parce que derrière presque tout ce que tu utilises, il y a juste quelques serveurs géants. Une poignée d'entreprises font tourner une part énorme du web. Le 20 octobre 2025, une seule panne chez un géant du cloud a suffi. Snapchat coupé pour 375 millions de personnes. Des commandes de fast-food bloquées. Des réservations d'avions aussi. Et même le site des impôts de tout un pays, hors de service. Résultat, 15 heures de panne. Un mois plus tard, ça recommence. Un simple fichier de réglage abîmé. Chez un autre géant, pas une attaque. Juste un fichier. Et d'un coup, le réseau X, ChatGPT, Spotify, Uber,
tous injoignables en même temps, sur plusieurs continents à la fois, 5 heures et demie pour que tout revienne. Mais ces pannes-là étaient locales, temporaires, réparables, des équipes savaient quoi faire et tout est reparti. Maintenant, imagine la même chose, partout, en même temps, et pour de bon. Alors tu te dis, bon, ils vont bien finir par rallumer le serveur. Sauf qu'Internet, ce n'est pas un serveur, ce n'est pas un nuage non plus. Regarde plutôt sous les océans. Là, au fond de l'eau, passe 99% de ce que tu envoies à l'autre bout du monde. Des câbles, simplement posés sur le fond. Plus de 500 câbles, 1 700 000 km de fibres. De quoi faire plus de 40 fois le tour de la Terre. Pas des satellites dans le ciel. Des tuyaux qu'un simple bateau de pêche peut trancher. Il s'en coupe environ 200 par an, la plupart du temps par accident. Une ancre, un filet de pêche. Et toi, tu ne le remarques jamais. Parce que le réseau fait quelque chose d'assez génial. Il recalcule un autre chemin, tout seul, en permanence. Un câble se coupe, tes données prennent une autre route, sans même te prévenir. C'est ça, Internet. Pas un tuyau, une toile. Coupe un fil, il en reste presque toujours un autre. C'est pour ça qu'aucun bouton ne peut tout éteindre d'un coup. Il n'en existe pas. Et il n'y a pas vraiment de noyau non plus. C'est plutôt semblable à un gigantesque carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses permet à ton téléphone de trouver chaque site, sauf qu'il n'est pas rangé à un seul endroit. Il est recopié des milliers de fois, sur des machines partout sur la planète. Tu en détruis un, aussitôt, un autre prend le relais. C'est fait exprès, pour survivre même quand on en casse des morceaux. Un pays, par contre, ça peut vraiment se couper. En 2011, l'Égypte a coupé Internet pour tout le pays. En 13 minutes, 5 fournisseurs débranchés l'un après l'autre. 93% du réseau a disparu. Mais un pays, ce n'est pas la planète entière. Retiens bien ça, on y reviendra. Maintenant, on arrive à la partie que presque personne ne comprend. Plus d'Internet, ça ne veut pas dire plus rien du tout. L'électricité ne s'arrête pas. Le réseau électrique tourne sur ses propres lignes, à part, fermées. Il n'a pas besoin de l'Internet public pour fonctionner. La lumière reste allumée, le frigo tourne, l'eau coule du robinet, le GPS continue lui aussi. Les satellites au-dessus de ta tête émettent tout seuls. Ta position, l'heure exacte, tout ça descend directement du ciel sans Internet. Et la radio, la bonne vieille radio FM, elle passe par les ondes, pas par les câbles. Et d'un coup, elle redevient la voix qui te dit ce qui se passe, comme avant, comme toujours. Donc non, le monde ne devient pas noir et silencieux. Ce qui tombe, c'est juste la couche numérique posée par-dessus tout le reste. Et cette couche, on en a fait le système nerveux de nos vies. Sans elle, le corps tient encore. Mais il ne sait plus se coordonner. Chaque machine marche toute seule, mais ne communique plus avec les autres. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Mais avant ça, un petit détour. Le plus étrange de toute cette histoire, c'est qu'au moment où ton monde à toi s'arrête, le monde entier ne s'arrête pas. On est à peu près 6 milliards à être connectés, les 3/4 de l'humanité. Mais prends le chiffre dans l'autre sens. 2 milliards 200 millions de personnes vivent encore aujourd'hui sans Internet, soit un humain sur 4. Pour eux, ce matin ressemble à celui de la veille. Le puits donne de l'eau, le marché ouvre, la radio grésille. Personne ne panique devant un écran. La journée n'en dépend pas. Pendant que les grandes capitales retiennent leur souffle, des villages entiers vivent presque comme la semaine précédente. Plus tu étais connecté, plus tu tombes de haut. Plus ta vie était simple, moins tu sens la différence. D'un coup, l'ordre du monde s'inverse. Les endroits qu'on regardait de haut encaissent mieux que les capitales. Ça donne un peu le vertige, non ? Chez toi, au bout de quelques jours, le vrai problème arrive. Et ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la nourriture. Ton supermarché n'a qu'environ 3 jours de stock. Il n'a pas de grandes réserves cachées derrière, au cas où. Il vit en flux tendu, camion après camion. Et les camions attendent des ordinateurs pour savoir quoi livrer, et où. Les commandes, les plannings, les entrepôts, tout était en ligne. Personne n'a toutes ces infos en tête lors d'une panne mondiale. Ça n'est jamais arrivé, mais la logique est têtue. Quand les ordinateurs se taisent, les rayons se vident.
seulement en quelques heures, si les gens paniquent. Et généralement, les gens paniquent. En 2007, un responsable britannique a lâché une phrase qui glace le sang. La civilisation n'est qu'à 9 repas de l'anarchie. 9 repas, soit 3 jours. C'est une formule, pas une loi scientifique. Mais elle dit quelque chose de vrai sur notre marge. À l'hôpital, c'est la même bascule. En pire. De plus en plus, les dossiers des patients vivent dans le cloud. Les allergies, les traitements, les antécédents, tout ça se trouve sur des serveurs. Pendant la panne d'octobre 2025, des soins ont été perturbés pendant 7 heures. Des hôpitaux sont repassés au papier. C'était prévu par la procédure. L'arrêt informatique d'un hôpital coûte environ 7 500 $ par minute. Mais l'argent n'est pas le vrai sujet. Chaque soin devient plus lent. Chaque erreur devient plus facile. Le papier peut tenir une garde. Personne n'a prévu qu'il tienne pour toujours. Les stations-service, les caisses, les trains, partout, le même schéma se répète. Le corps physique marche. C'est le cerveau numérique qui manque. Le 3e jour, tu ne penses même plus à tes photos dans le cloud. Tu penses à ce qu'il te reste dans tes placards. Et que se passerait-il après des semaines, des mois ? Là, il faut que je sois honnête une 2e fois. Personne ne le sait vraiment. Ça n'est jamais arrivé à l'échelle du monde. Tout ce qui suit est une hypothèse, pas une prédiction. Mais on a des indices, des vrais. En 2022, une petite île du Pacifique a vécu ça pour de vrai. Les Tonga. Un volcan explose et tranche leur unique câble sous-marin. Le bateau réparateur le plus proche était à 4700 km. 10 jours de mer rien que pour arriver sur place. Résultat, 38 jours sans Internet. Plus de 5 semaines. Juste parce qu'il n'y avait pas de 2e câble. Et c'est ça le vrai piège, à l'échelle du monde. Réparer les câbles des océans, c'est le boulot de quelques dizaines de navires spécialisés. Pas des milliers, quelques dizaines pour toute la planète. D'habitude, ils gèrent les 200 coupures de l'année tranquillement. Mais une casse mondiale, partout en même temps, dépasserait tout ce qu'ils savent faire. Et cette fragilité, ce n'est pas de la science-fiction lointaine. En 2024, en mer Baltique, plusieurs câbles ont été sectionnés. Des ancres traînaient sur le fond, sur fond de tension entre pays. Le monde a redécouvert où passèrent ses artères, tout au fond de l'eau. Alors, pendant ces semaines, l'économie retient son souffle. Des pans entiers tournent au ralenti, ou plus du tout. Le commerce mondial, les usines en flux tendu, la finance, tout ce qui vivait à la vitesse de la fibre réapprend la vitesse du papier. Et pourtant, quelque chose refuse de mourir. Souviens-toi de l'Égypte. Je t'avais dit qu'on y reviendrait. Tout un pays débranché en 13 minutes. Tu sais combien de temps ça a duré ? 5 jours. 5 jours et tout est revenu. Les Tonga ? 38 jours. Et tout est revenu aussi. Voilà le secret que cette histoire finit par avouer. Internet est très dur à tuer, justement parce qu'il n'a pas de cœur, pas de centre, pas de bouton, des morceaux partout. Alors le retour ne serait pas mondial d'un coup, il serait local. Encore une hypothèse, pas une promesse. Un campus qui rebranche son réseau, un quartier, une ville, des îlots de connexion qui se cherchent, puis se trouvent, morceau par morceau, câble par câble. Le courant n'a jamais cessé. Les satellites non plus. Les ondes non plus. L'ossature était toujours là. Il suffit de retendre la toile dessus. En combien de temps ? Des mois ? Des années ? Personne ne peut le dire. La seule vraie réponse, c'est celle des événements précédents. Pour l'Égypte, ça a pris quelques jours. Pour les Tonga, quelques semaines. Et pour le monde entier, personne n'a jamais fait le test. Et personne n'en a envie. C'est peut-être ça la vraie conclusion. Alors la vraie question n'est pas « est-ce qu'Internet va revenir ?» La question c'est plutôt où et en combien de temps ? Retour au présent maintenant. Ton téléphone est dans ta main. La petite roue ne charge pas indéfiniment. Le message s'est bien envoyé. Tout va bien. Le monde sans Internet a pourtant existé, tu sais. Il y a à peine 30 ans. Des gens y ont vécu des vies entières. Sans cloud, sans fil invisible,
On l'a quitté si vite qu'on a oublié le chemin du retour. Internet n'a pas de bouton off, c'est vrai. Personne ne peut te l'enlever d'un coup. Mais on a dépensé près de 15% de l'économie du monde dessus. 16 000 milliards de dollars. Sur des tuyaux, au fond de l'eau, qu'un simple chalutier peut trancher. Sur des carnets d'adresses que personne, seul, ne tient vraiment. Sur une toile que personne, nulle part, ne contrôle entièrement. Ce soir, avant de dormir, tu enverras un dernier message. Il traversera peut-être un océan, tout au fond de l'eau, en une fraction de seconde, sans que tu y penses, comme un battement de cœur. Mais la prochaine fois que la petite roue tournera un peu trop longtemps, tu retiendras peut-être ton souffle, et tu sauras pourquoi.